en Guyane, c'est peut-être 1 millier de fois que ce vocable-là a été cité. Vous avez été le juge de votre cause, le juge de votre ascendance. Je ne sais pas si il y a une logique dans cette façon de procéder. En tout cas, moi, je n'aurais pas procédé de la sorte. J'aurais évité d'être le juge de ma cause et j'aurais évité d'être le juge de mes ancêtres. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire le procès d'un homme. Vous le savez comme moi-même que la mort éteint l'action de justice. Mais aujourd'hui, il s'agit de dire que je vous parle d'homme à homme, je vous parle d'égal à égal, je vous parle entre les deux yeux, pour vous dire ce que j'ai sur le cœur. Et pour vous dire tout ce que mes ancêtres n'ont pas pu dire à vos ancêtres. Je vous souhaite la bienvenue en Guyane. Et la Guyane, c'est ma terre. Et j'en ai pas d'autre. Et si aujourd'hui, le vocable Rochambeau, pour nous, est quelque chose de pénible à entendre, c'est parce qu'il y a des hommes comme Henri Christophe, comme Jean-Jacques Dessalines, comme le général Clervaux, qui ont vaincu à l'époque la première armée mondiale, la première armée de Napoléon. Et aujourd'hui, je peux vous parler droit dans les yeux, sans avoir aucune crainte et sans que vous soyez accompagné de chiens. Alors, ce n'est pas une attaque directe, mais que vous le vouliez ou non, et même si je sais que dans cette salle, je suis minoritaire, pour l'ensemble des Guyanais conscients, le vocable Rochambeau sera toujours synonyme de vernis. J'ai dit. Sous Napoléon Bonaparte, 1802-1804, d'accord. Donc c'est Napoléon Bonaparte qui monte une expédition qui est dirigée par le général Leclerc, son beau-frère, et qui donc est général en chef de l'armée qu'il met à sa disposition, une armée fort importante, beaucoup plus importante d'ailleurs que le corps expéditionnaire français aux États-Unis, avec pour mission de pacifier Saint-Domingue. Saint-Domingue était la principale colonie de l'Empire naissant, c'était le consulat à ce moment-là, et très important d'un point de vue économique. Et on avait besoin d'argent pour mener toutes les campagnes que Napoléon voulait mener. Donc c'était un enjeu stratégique économique très important que les colons de Saint-Domingue puissent continuer à produire les biens agricoles qui étaient vendus au profit de la France, parce qu'il y avait un système de change qui était spécifique. Et donc c'est face à cette menace qu'il a envoyé l'armée, parce que les esclaves se rebellaient. Et donc les colons n'arrivaient plus à produire et les colonies ne servaient plus à rien. La mission de Leclerc était celle-là. Alors faisons le point sur ce qui se passait. Les esclaves ne se rebellaient pas comme ça. Il y avait plusieurs leaders qui n'étaient pas d'accord entre eux et qui ont mené la rébellion contre les esclaves. Ça, c'est une première chose. Et puis ils ont, sous l'égide de Toussaint Louverture, se sont trouvés un chef qui est arrivé à négocier avec, au début de la campagne de Leclerc, avec les troupes de Leclerc, avec Leclerc en personne, un accord, comme quoi ils se remettraient au travail si on leur accordait une sorte d'autonomie avancée. Lui avait dans l'idée une indépendance. Mais comme dans toute négociation, ça se fait pendant un certain temps. Et on est arrivé à un presque accord, et Toussaint Louverture avait pacifié alors l'ensemble des esclaves, et les choses semblaient revenir à peu près en place, sauf que les militaires ont fait ce qu'il fallait
de rébellion s'étendait aux autres Antilles, à la Guadeloupe, à la Martinique pour les Antilles françaises, mais aussi aux autres Antilles anglaises, hollandaises, etc. Donc c'était un mouvement qui faisait peur à tous les dirigeants. Et donc on s'est dit, on va enlever tout ça de l'ouverture, et comme ça ils n'auront plus de chef, et on pourra les dominer. On a enlevé tout ça de l'ouverture, sous un mauvais prétexte, alors qu'il avait signé un accord de non-agression, et on l'a envoyé en France, où il est mort. Bien sûr, ceci a eu pour effet de mettre tout le monde en colère, et de réaliser, pour simplifier, parce qu'il y a eu plusieurs temps, une rébellion générale. Et la rébellion générale, les consignes ont été de mater par tous les moyens. Tous les moyens, c'est-à-dire les moyens radicaux, il faut qu'il n'y ait plus d'esclaves rebelles. Donc, un esclave et rebelle, supprimé. Et pas simplement les hommes, c'était les enfants, c'était les femmes, c'était véritablement une extermination de tous les rebelles. C'était les ordres de l'Empire. C'était pas une pratique, c'est une pratique qui me choque énormément. Mais c'est une pratique assez courante. On a vu la même chose quelques années précédemment en France, en Vendée, les Chouans, où il a fallu exterminer tous ceux qui défendaient tous ceux qui s'opposaient à la République. Et les généraux qui ont mené ces campagnes-là ont fait exactement la même chose. Ils ont détruit des villages entiers, ils ont fait des ouragans-sur-glane multipliés. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de morts au cœur même de la France, dans cette guerre de la chevalerie et de Vendée. Ça, c'est fini pour mais ceci pour dire qu'à l'époque, il y a eu donc une guerre sans merci. Et le général Rochambeau, le fils de celui dont je vous ai exposé, était un général d'Empire. Il est parti dans l'état-major de Leclerc. Leclerc n'a pas vécu très longtemps à Saint-Domingue, parce qu'il a attrapé assez vite la fièvre jaune, et il est mort de la fièvre jaune, comme beaucoup de soldats. Rochambeau était dans le grade des généraux le plus âgé, dans le grade le plus élevé, et c'est lui qui a pris la succession de Leclerc. Et les ordres puisqu'on voyait filer les choses, on n'arrivait pas à pacifier, les ordres ont été de plus en plus durs. Et Rochambeau a appliqué les ordres avec une rigueur toute militaire. Il y a eu effectivement des massacres de populations civiles très importantes. Et c'est de quoi se nourrissaient les chiens de Rochambeau? On y vient. C'est dans ce contexte que Rochambeau est allé chercher une pratique qui se faisait dans d'autres Antilles, les Portugais, qui avaient le même souci, élevaient des chiens, des gros dogs, pour courir après les esclaves qui se sauvaient et les récupérer. Tout simplement. Et Rochambeau a fait la commande, je crois que c'est de 80 dogs. C'est pas écrit, on sait, c'est tous les écrits militaires qui nous le disent. Il les a fait venir à Saint-Domingue pour faire la chasse aux rebelles, et c'était en quelque sorte des auxiliaires de l'armée. Jusque-là, on peut se dire que c'est encore des pratiques. Mais il y a un écrit qui l'accuse beaucoup plus, puisque quand il confie ses chiens à ses différents officiers qu'il est chargé d'appliquer, il dit « Je donne de la nourriture pour les soldats, mais je n'en donne pas aux chiens, ils se nourriront sur leur capture. » Et ça, c'est quelque chose qui effectivement ne passe pas. Et voilà ce qui est mis comme une pratique systématique, qui était une pratique auxiliaire d'un massacre. C'était à 100%, la vérité et reste la malgré tous ces vérité. massacres, pour terminer avec la campagne de Saint-Domingue, eh bien, jamais les armées de l'Empire sont arrivées à gagner. Ils ont gagné quelques batailles et ensuite ont tout perdu. Et finalement, fin novembre 1803, à la bataille de Sestrières, la fin de l'armée est complètement détruite. Et Rochambeau doit se rendre et négocie avec le général
Dessalines, qui menait l'ensemble de la rébellion à ce moment-là, eh bien, le fait de pouvoir quitter l'île, et donc ils sont mis à bord de bateaux, et en fait, à l'extérieur de l'île, il y avait les Anglais qui les attendaient, et ils ont été prisonniers des Anglais. En fait, Dessalines a donné le choix à Rochambeau, soit on vous passe par fil de l'épée, soit vous êtes prisonnier des Anglais. Et il est resté prisonnier jusqu'en 1811, 7 ans. Voilà pourquoi le nom de Rochambeau apparaît dans la campagne de Saint-Domingue. Vous avez compris que c'est donc pas Jean-Baptiste de Vimeur, mais son fils, qui était général des troupes françaises de l'Empire et qui a assisté à la disparition complète de tous ces groupes d'armées vaincus. Et donc le 1er janvier 1804, la première république libre d'Haïti a été créée et le premier président de la République a été Jean-Christophe Dessalines. Jean-Bertrand de Rochambeau a fait la conclusion, mais puisque je parlais de justice et d'équité tout à l'heure, je me souviens tout à coup que Madame avait levé la main, et puis l'essayant que je lui passe le micro pour une intervention. Clôturale. Une intervention courte, oui, en ce moment, sur un canal bien connu, il y a ces deux épisodes très très intéressants qui passent, donc vous avez une chute de cette histoire qui est très compliquée et très riche pour nous. Moi, merci pour l'histoire. L'histoire, ça nous apprend toujours et ça nous permet de regarder pour l'avenir. En tout cas, ce que je retiens, c'est que l'histoire, les guerres sont faites pour des appropriations fortes sur des territoires d'idéologie. Et que ce que nous avons dit, tous les intervenants ont très bien parlé, les différents points de vue enrichissent, il faut les écouter. Les vocables gênent parfois. Je veux dire que les indépendantistes américains, c'est des valeureux. Et parfois, indépendantistes ailleurs, c'est pas bien. De même que le vocable rochambeau, c'est vrai que ça gêne, surtout dans toutes les Antilles non francophones. Et c'est vrai, le nombre d'amis que j'ai pu voir en visite d'Antilles non francophones, ils étaient vraiment gênés par ce vocable. Moi, en tant qu'enfant de Guyane, j'ai jamais été gêné, Rochambeau, les Américains, mais je trouve que c'est toute une logique aujourd'hui qu'il y ait ce changement de nom, dans cette logique d'appropriation. Aujourd'hui, comme l'a dit le président, on va s'approprier ce lieu d'entrée internationale de notre territoire en le donnant à un canton guyanais. Bien sûr, on sait que Guyanais, on est ouvert, on vient de partout, première, deuxième génération, on est tous de quelque part, on est universel, mais ça a toute logique déjà que j'appelle l'aéroport Cayenne Félix Ségol, comme je l'ai appelé avant Cayenne Rochambeau. Merci pour cette belle soirée.